Je vous le disais dans une précédente vidéo, il y a trop de plateformes, trop de films, trop de séries. Face à cette surabondance, je vous propose dans cette vidéo une nouvelle sélection de 3 séries qui méritent vraiment votre attention et certainement plus qu'elles n'en ont déjà reçu. Pour chacune d'entre elles, je détaillerai dans une analyse sans spoiler bien sûr les qualités et les ambiances de chacune afin que vous puissiez choisir au moins celle qui vous correspond le plus. Et ce n'est toujours pas dans cette vidéo que je vous parlerai de Paradise, une série à mystère que j'évoquais déjà dans la précédente vidéo sur le même modèle et qui est disponible sur Disney+, ni que je vous parlerai d'Entretien avec un vampire sur Paramount+, même si je l'ai enfin commencé, ni de la série française Empathie, dont j'ai lu le plus grand bien, pour l'instant sans en voir un seul épisode. Pour ce qui est de la mini-série western À l'aube de l'Amérique sur Netflix, il est sans doute un peu trop tard pour en parler, mais celle-ci je l'ai vue et je l'ai bien appréciée dans l'ensemble. Quant à The Studio sur Apple TV, toujours pas vu un seul épisode, et oui je sais, je fais ce que je peux, mais je ne doute pas que certains parmi vous voient davantage de séries que moi. Au moins la sélection de 3 séries que je vous réserve pour aujourd'hui sont toutes validées, chacune sur une plateforme différente, et chacune aussi bénéficie d'un score plus que respectable sur Sens Critique par exemple, ou encore sur un agrégateur anglophone comme Rotten Tomatoes. Alors certes, on n'a jamais la garantie d'apprécier personnellement une série qui a une bonne moyenne sur ce type de site, mais c'est très souvent bon signe malgré tout. Je vais commencer doucement avec une série qui n'a l'air de rien et vous cueille par surprise, en vous embarquant avec un style d'autodérision qui lui est propre, des personnages de losers magnifiques et des intrigues bien plus addictives qu'il n'y paraît. Il s'agit de Slow Horses sur Apple TV, une série qui s'intéresse à la section des agents ratés du MI5, MI5, les services secrets britanniques. Alors peut-être que pour vous, comme c'était le cas pour moi initialement, cette série ne vous donnait pas envie, car elle semble un peu grise, terne et chiante. En réalité, elle est grise, pleine de nuances et absolument délicieuse. Série britannique dont la première saison date déjà de 2022. L'une des nombreuses particularités de Slow Horses consiste à déjà compter 5 saisons, et oui 5, si tout bonnement incroyable, en comparant aux standards actuels de production. Mais attention, oulala, surtout ne vous dites pas « oula, il y a déjà 5 saisons, c'est mort, je vais jamais rattraper mon retard ». D'abord parce que chaque saison est courte, avec 6 épisodes seulement, et ensuite parce que chaque saison raconte une histoire. Alors c'est vrai que j'aurais pu jouer la facilité pour vous mettre un peu l'eau à la bouche en vous disant qu'on a ici Gary Oldman, et oui en personne, dans un rôle fabuleux, celui de Jackson Lamb, qui casse tous les clichés habituels sur les espions. Il est vieux, sale, laid, odieux avec ses collaborateurs, il a une propension à péter sans vergogne. Toutefois, si on fouille assez longtemps, on peut éventuellement découvrir quelques petites qualités sous ces couches multiples qui mettent Jackson Lamb en marge de ses congénères. Le patron du placard destiné aux pires recrues du MI5 n'est peut-être pas aussi nul qu'il en a l'air, même si son détachement affiché ne le quitte presque jamais. Et cette série est une adaptation, et oui, encore une adaptation des romans de Mick Aaron. La série s'intitule tout simplement Jackson Lamb, et son premier tome, La Maison des Tocards en VF. Tout un programme, donc cette notion d'agents non désirés, mis au placard, considérés comme des ratés, voire de véritables dangers publics, s'ils venaient à traiter des affaires sérieuses. On comprend intuitivement l'intérêt stylistique de prendre le total contre-pied du cliché habituel de l'expert ultra compétent, dont James Bond et Ethan Hunt sont les représentants les plus célèbres. Cette approche a un double avantage pour nous, téléspectateurs de la série. Le premier, c'est d'avoir un propos rafraîchissant, il n'y a rien de frais à l'étable, le nom de l'immeuble délabré qui réunit les tocards du service de Jackson Lamb, mais l'approche est si spécifique qu'on se prend bien plus vite d'affection pour eux qu'on ne le devrait, oublier les salles ultra connectées, les bureaux, décorations chromées ou de bois poli. Et oui, Slow Horses est une série qui sent le prout et le moisi, les chaussettes trouées et les vieux mégots. C'est de là qu'elle tire beaucoup de sa fraîcheur narrative et stylistique. Le deuxième avantage, toujours pour nous téléspectateurs, c'est le réalisme qui se dégage de tout ça. Je ne sais pas pour vous, mais mon expérience du réel me laisse supposer que ces agents qui manquent de moyens, qui sont dans des locaux vétustes, sont un peu plus crédibles que les délires technologiques de Mission Impossible par exemple. Alors évidemment, la série part volontairement dans un extrême, mais un extrême qui ne laisse aux protagonistes que quelques outils basiques et surtout leur intelligence pour résoudre les cas qu'ils ont face à eux. Maintenant que je vous ai dit tout ça, ne vous y trompez pas, même si la série parle de losers, d'agents au placard, on y trouve pourtant de véritables enjeux. Il ne s'agit pas d'une série humoristique, on y trouve certes pas mal de scènes qui portent à sourire et d'autodérision, mais on est bien dans des enjeux dramatiques et parfois de vie ou de mort. La nécessité de masquer les actions pas toujours très légales du MI5 est aussi un sujet de fond, de même que les milieux politiques ou périphériques qui trempent dans des affaires peu reluisantes. Alors vous l'aurez compris, Slow Horses est une série inscrite dans notre époque
et l'aspect informatique et de collection de données est bel et bien pris en compte, même à l'étable. Personnellement, je ne suis pas spécialement fan des séries policières ou d'espionnage, mais Slow Horses est une proposition à part qui se suit avec plaisir, en sachant ménager quelques surprises et chocs dans sa narration, bien plus subtile et intelligente qu'on ne pourrait le croire de prime abord. Et je ne doute pas de trouver bon nombre d'entre vous dans les commentaires pour appuyer cette appréciation de Slow Horses, car vous êtes montés dans le train de cette série bien avant moi peut-être, alors n'hésitez pas à dire ce qui vous plaît particulièrement dans cette proposition qui démontre encore la richesse du catalogue de Apple TV, malgré une quantité incomparablement moindre que celle de Netflix qui comprend l'ensemble de ce qu'il propose. On va changer de style et de plateforme pour la deuxième série de cette sélection, une série qui mérite donc plus de vues et d'appréciation qu'elle en a déjà. Pas évident d'accès sans doute pour certains puisqu'elle est sur Canal+. Alors oui, on peut avoir des réserves sur telle ou telle plateforme, sur les groupes qui sont derrière, mais malheureusement, cela vaut pour pas mal d'entre elles. Avec Slow Horses, on était déjà dans la fiction et dans le divertissement, mais là revenons à de la pure fiction et du pur divertissement avec Dexter Résurrection. Voilà bien une série que je n'attendais pas du tout et à laquelle je n'aurais pas accordé la moindre attention si ce n'était quelques critiques américaines très positives qui ont attisé ma curiosité. Pire que de ne pas être un fan, je ne suis même pas un connaisseur de la série Dexter originale. Eh oui, je sais bien que Dexter fait partie des classiques de son époque, mais je ne l'avais pas suivi, et par la suite, le trop grand nombre de saisons et d'épisodes, et la nécessité pour mon travail de voir des œuvres plus récentes, ne m'ont pas permis de refaire mon retard. Tout ça pour vous dire que je me suis lancé dans Dexter Résurrection sans aucun effet de nostalgie, en n'ayant que quelques références de base, car j'avais vu quelques épisodes quand même de Dexter, et lu des résumés, mais pas plus que ça. Cette série va donc suivre Dexter sortant du coma et partant reprendre du service à New York afin d'y retrouver la trace de son fils, tout en cherchant à échapper à Angel Batista, ancien capitaine de police de Miami. On part ici dans une toute autre ambiance que celle de Slow Horses, il faut accepter le principe d'une série qui va pousser nettement plus loin notre fameuse suspension consentie d'incrédulité. La série joue à merveille avec ce petit côté improbable et pop, tout en nous proposant néanmoins de véritables enjeux de suspense. De toute manière, Dexter ne peut fonctionner qu'en ne se prenant pas trop au sérieux, il y a une dose non négligeable d'humour noir aussi bienvenue qu'indispensable quand votre personnage principal est un tueur en série justicier. Avec Résurrection, la série semble retrouver toutes les qualités que les fans trouvaient dans la série d'origine, c'est l'impression qui se dégage des retours critiques du moins, et pour ma part, j'ai trouvé l'ensemble particulièrement divertissant, avec une véritable capacité à capter l'attention et à donner l'envie de passer d'un épisode à l'autre. Généralement, c'est bon signe. Michael C. Hall est un très bon acteur qui tient à merveille ce personnage hors norme qu'est Dexter Morgan. Qui plus est, cette véritable résurrection regorge d'excellentes surprises dans les rôles secondaires. Déjà, excusez du peu, mais on a Peter Dinklage dans le rôle d'un milliardaire dont la philanthropie masque quelques excentricités. Milliardaire qui compte à son service une chef de sécurité campée par Uma Thurman en personne, c'est quand même assez foufou quand on y pense, et ce n'est pas fini puisque Dexter va croiser le chemin de toute une galerie de personnages délicieusement too much. Et dans cette galerie, on retrouve par exemple Kristen Ritter, rendue célèbre par Breaking Bad, puis Jessica Jones, qu'on reverra d'ailleurs en 2026 dans Daredevil saison 2, mais aussi David Dastmalchian qui sera Mr. Bison dans le prochain film Street Fighter, oui, c'est fou. On a aussi Neil Patrick Harris de How I Met Your Mother, ou encore Eric Stonestreet de Modern Family, dans un savoureux semi-contre-emploi. Et si jamais vous avez tout vu de Dexter, je vous garantis que vous reverrez des têtes connues à foison, car la série propose des réminiscences et autres artifices narratifs pour faire revenir du beau monde. Effectivement, on pourrait craindre la série purement nostalgique, truffée de caméos, seulement voilà, comme je vous l'ai indiqué, je n'ai aucune nostalgie de Dexter et la saison m'a totalement embarqué dans ces mésaventures invraisemblables mais réjouissantes. On pourrait craindre de s'ennuyer avec les intrigues liées au fils de Dexter, mais au final l'ensemble est astucieusement relié aux enjeux de Dexter lui-même et on observe l'effet domino avec une véritable excitation. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait avec notamment un personnage d'enquêtrice extrêmement caricatural qui se limite quasiment à un gimmick à base de musique et de capacités quasi surnaturelles à lire les scènes de crime. Mais bon, ça coule sans trop de problèmes avec le reste, qui évite de glisser aussi lourdement dans le cliché, ou du moins en offrant suffisamment de rebondissements en retour. De toutes les qualités de la série, sa manière extrêmement peu crédible de conclure n'est clairement pas la plus grande, mais on pardonne ce final qui se perd un peu dans son propre n'importe quoi, car le voyage proposé par le reste de la saison est vraiment jubilatoire. Dexter, un ami qui vous veut du bien en voulant beaucoup de mal à quelques personnes, voilà donc une deuxième recommandation que je vous sers avec le sourire en sachant qu'une saison 2 a été confirmée récemment en souhaitant qu'elle parvienne à préserver ce fragile équilibre entre la tension dramatique et le grand n'importe quoi. Dernière recommandation de cette vidéo, et pas des moindres pour ne citer que les Emmy Awards 2025, car la série a remporté d'autres prix par ailleurs. C'est la meilleure série dramatique de l'année avec le meilleur rôle masculin principal dans une série dramatique et la meilleure actrice dans un rôle secondaire,
rien que ça. Et je vous parle ici de The Pit sur HBO Max, la série dont chaque épisode correspond à 1 heure de garde aux urgences de l'hôpital de Pittsburgh, surnommé The Pit, donc la fosse ou l'arène. Et oui, je sais bien, là encore, j'étais personnellement assez dubitatif, voire réticent, à me lancer dans une telle série initialement. Quand on a vu une série sur l'hôpital, on les a toutes vues, c'est une ressucée d'urgence, c'est le retour de la télé à l'ancienne. Alors pourquoi aller se stresser avec des gens en souffrance à l'hôpital pour essayer de se changer les idées? Et oui, j'ai pensé à tout ça et j'imagine que c'est le cas d'une partie d'entre vous au moins. Et pourtant, attendez un instant, faites confiance à Tonton Popcorn si je vous recommande The Pit, c'est qu'au bout de 2 ou 3 épisodes, j'étais complètement à fond dedans. The Pit est une des, sinon la série la mieux rythmée de tout 2025, sans parler des prestations d'acteurs qui rivalisent ou dépassent tout le reste de la concurrence. On se situe à un niveau un peu comparable à ce qu'on peut voir dans The Bear pour l'interprétation, mais avec moins d'exubérance et de cris, et plus d'enchaînements dramatiques parfaitement huilés. Pour qu'un service d'urgence fonctionne bien, je suppose qu'il faut que ce soit une belle mécanique d'ensemble, et c'est exactement la même chose pour la série, qui témoigne d'un savoir-faire qu'on aurait presque pu croire perdu depuis des années. Je ne veux pas dire par là que cette série est la meilleure toute série confondue depuis des années, je ne veux pas aller aussi loin que ça, mais qu'on y retrouve une manière de construire 16 épisodes qui s'enchaînent avec une aisance et un flow absolument déconcertant, tandis que certaines autres séries actuelles se perdent parfois dans leur narration à 8 épisodes seulement. Il faut dire que The Pit bénéficie fortement de son unité de lieu qui permet de concentrer tous les efforts sur les développements de personnages et une succession de cas aussi riches en émotions du côté des patients que de celui des soignants, dont on apprécie de plus en plus les interactions au fur et à mesure qu'on apprend à connaître cette riche distribution. The Pit pourrait être utilisé comme référence et objet d'étude de l'écriture sérielle, j'en suis convaincu. On a de nombreux personnages pour lesquels notre attachement va aller grandissant, on évite les intrigues amoureuses qui prendraient une place centrale, et on se pose des questions sur des personnages très humains en changeant progressivement d'opinion sur tel ou tel étudiant ou jeune médecin, ou en découvrant qualités et défauts de tel autre médecin établi. Et tout ce petit monde tourne autour de Noah Wyle qui ne fait que confirmer son rôle de petit chouchou qu'il avait dans Urgence, tout en prouvant combien il a pris en maturité, sans rien perdre de son capital d'empathie. Cet acteur, qui est souvent des bons combats dans sa vie perso d'ailleurs, est le référent de la plupart des autres personnages et notre point d'accroche essentiel qui va, tel une tour de contrôle, nous permettre de voler d'un personnage à l'autre au gré des intrigues médicales et sociales. Alors oui, forcément, on a parfois du sang, quelques gros plans médicaux un peu durs si on est sensible, mais on peut facilement détourner les yeux sans rien perdre de l'essentiel de la série. Les épisodes et la saison, dans l'ensemble, portent des messages sur le système de santé américain, forcément, j'ai envie de dire, mais aussi sur les vaccins, le fait de porter un masque ou encore les tueries de masse à l'arme à feu, ce fléau américain par excellence. En tout cela, certains diront que la série est bien pensante et donne des leçons de vie ou de morale, mais de mon côté, j'y vois beaucoup de bon sens, des valeurs humaines indispensables, et bien souvent piétinées à notre époque, et beaucoup de cœur, le tout sans tomber dans le mélodramatique absolu. Vous l'aurez compris certainement, c'est un véritable coup de cœur. J'avais commencé la série il y a un moment, mais je l'ai reprise récemment et j'ai enchaîné les épisodes en étant de plus en plus convaincu. Alors certes, on a une petite controverse sur le fait que cette série pourrait être considérée comme la nouvelle forme d'un reboot abandonné d'Urgence, avec un procès à la clé avec les ayants droit de Michael Crichton. Ces considérations mises à part, The Pit est une série qui parvient de manière presque inespérée à conserver ce qui faisait la grandeur de séries à l'ancienne, tout en y insufflant une modernité indéniable dans le propos et la réalisation qui vise un fort niveau de réalisme. Pour ne rien gâcher, la série a d'ores et déjà une date de diffusion annoncée pour sa saison 2 et figurez-vous que c'est déjà pour le 8 janvier 2026 sur HBO, soit tout juste un an après le début de la première saison, à une époque où les délais de 2 voire 3 ans entre les saisons sont monnaie courante. Voilà une autre preuve que la façon de faire à l'ancienne a encore pas mal de choses à offrir, surtout avec des saisons de 16 épisodes. Si je devais classer ces 3 séries par ordre de préférence personnelle, mon premier choix irait sans doute à The Pit, qui m'a impressionné par sa maîtrise, sa justesse et son émotion, tout en étant un tour de force d'organisation du plateau de tournage. Ensuite, c'est très serré entre Slow Horses et Dexter Resurrection, sachant que les deux sont dans des registres très différents. Si je m'en tiens à la pure qualité, je dirais plutôt Slow Horses, qui serait donc devant, mais Dexter a une véritable qualité de divertissement qui pourrait être plus adaptée si vous cherchez à vous changer les idées pour de bon. Je vous rappelle qu'on a 3 rendez-vous par semaine sur la chaîne, sachant que des contraintes nous pousseront sans doute à sortir samedi la vidéo consacrée à l'épisode 3 de la série Pluribus. Et oui, si vous l'ignorez, et si vous avez manqué ma vidéo sur les 2 premiers épisodes qui étaient sortis en même temps, le créateur de Breaking Bad a sorti une série de science-fiction qui reste très proche de notre réalité, mais avec un concept très fort. Je
Je vous invite fortement à découvrir cette série et à suivre mes analyses, tout comme pour la série Ça, bienvenue à Derry, dont les vidéos récentes ont été un petit peu boudées, alors que la série, et j'espère les analyses, mériteraient votre attention. Et vous le savez, hein, si vous ne soutenez pas convenablement cette chaîne ou cette vidéo, vous serez immédiatement transporté dans un nuage de flatulences de Jackson Land, le patron de l'étable de Slow Horses, et je peux vous garantir que c'est du musqué avec un fumet digne d'un 20 ans d'âge. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!